un influenceur a une certaine contrainte, qui veut respecter des fois des horaires, qui veut respecter des fois qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut pas dire, ce qui est beaucoup d'énergie pour les entreprises à manager, alors que tu peux demander à un AI de produire une image avec une personne qui n'existe pas à ce moment-là sans aucune contrainte. J'ai probablement déjà cliqué sur des pubs que je ne savais même pas que c'était de l'AI, tant que si la pub, au final, livre vraiment le résultat voulu. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et comme à mon habitude, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé, qui est en territoire hostile au moment où on se parle. Il n'est pas à Montréal. Jonathan, où te retrouves-tu? Oui, exactement, Antoine. Je suis territoire hostile, nul autre que les États-Unis. Donc, je suis au Kentucky aujourd'hui, cette semaine. En réalité, la semaine, je vais être à Louisville pour la plus grande conférence en Amérique du Nord dans l'industrie de l'acier, de la construction, donc le NASCC. Et c'est quand même assez intéressant de voir la dynamique ici. Je suis arrivé dimanche soir en pleine tempête de tornades, de veille de tornades et compagnie, mais de discuter un petit peu avec les gens sur le terrain de quoi ça a l'air. On va avoir la chance de mercredi à jeudi. Aujourd'hui, on est mardi quand on enregistre ce podcast-là, le 1er avril. Et demain, 2 avril, il y a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau des tarifs. Probablement beaucoup de répliques du Canada. Donc, on va être directement sur le terrain dans une des industries qui a été très touchée dans les dernières semaines. Les tarifs sont déjà en vigueur pour l'acier, mais on s'attend à d'autres tarifs supplémentaires peut-être demain. Donc, on va avoir la chance d'interviewer les gens directement sur place et de vous ramener un petit peu d'infos de à quoi ressemble le vibe aux États-Unis par rapport à ce qu'un Trump fait, mais deux, les tarifs et la relation avec le Canada. Donc, ça me fera plaisir d'en parler dans les prochains podcasts devant nous, de ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent sur le terrain. Et je m'attends à 2 scénarios, soit que complètement, ça ne les dérange pas du tout, qu'ils veulent continuer à faire affaire avec le Canada, ou de l'autre côté, ils nous voient carrément comme quelqu'un avec qui il ne faut pas faire affaire et hostile. Donc, à suivre, j'ai hâte d'avoir des discussions avec des gens sur le terrain. Et tu n'as pas encore parlé avec personne au moment où on se parle, donc l'événement commence mercredi, c'est ça? Exactement. Ça commence mercredi, le 2 avril. On a eu des petites discussions au corridor avec des gens un petit peu aléatoires, mais j'ai vraiment hâte de parler avec des gens directement dans l'industrie de l'acier, des gens d'affaires, des gens qui sont impliqués dans toute l'histoire des tarifs, entre autres pour l'acier. Donc, les bonnes discussions vont commencer demain, effectivement. Bon. Toi et moi, on parlait avant le podcast d'un sujet qui nous passionne beaucoup, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est sorti, Jonathan, je ne sais pas si tu l'as vu. ChatGPT a lancé sa possibilité de créer littéralement via des prompts des images spécifiques. Dans mon industrie marketing, les gens se sont emballés sur LinkedIn et les médias sociaux en mentionnant comme quoi que la création était maintenant terminée, tout allait se passer avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as vu ça passer un petit peu? Écoute, Antoine, non seulement je l'ai vu passer, mais je l'ai testé. Je ne sais pas si de ton côté, tu as eu la chance de le tester, là. Révolutionnaire pour les cas d'utilisation. Plusieurs cas qu'on a testés pour OpenMind, on avait des créatifs à faire pour améliorer des PowerPoints. On avait des créatifs à faire aussi pour des flyers, justement, pour les trade shows. On voulait bouger beaucoup de choses qu'on attendait après nos designers graphiques, que là, on a réussi à faire débloquer en quelques jours. Et j'avais des cas d'utilisation personnelle. Un exemple très concret, on va donner un spectacle avec notre band de musique au mois de mai au Archibald sur la Rive-Nord. Et on avait besoin de faire un en-tête d'une page Facebook pour représenter le band. Et Antoine, hallucinant ce que ChatGPT nous a sorti en mode cartoonish. On aurait dit que c'est vraiment nous autres, le band, mais directement au Archibald. À tout le monde qui ont vu cette image-là fait « Mon Dieu, t'as payé combien un graphiste pour faire ça? » Mais en réalité, c'est simplement ChatGPT. J'ai mis quelques images de nos visages. Puis j'ai dit « Voici, mets-moi un band sur un stage. » Et en quelques prompts, c'est arrivé un résultat qui est à jeter par terre. Honnêtement, vraiment, vraiment, vraiment impressionné du résultat. Et là, je l'ai lancé un petit peu à l'intérieur de nos équipes, autant en production que marketing, pour qu'ils puissent le tester. Et tout le monde est revenu avec des résultats très, très, très positifs et même surprenants. Les gens font, je ne peux pas croire que enfin, il se souvient du contexte. Donc, d'une demande à l'autre à modifier, il va se souvenir qu'est-ce qu'il a fait avant. Ils n'ont toujours inventé du nouveau. Et en même temps, on est capable d'être précis, de demander juste des petites modifications et ça va fonctionner. Je ne sais pas si de ton côté, tu l'as testé, Antoine, puis qu'est-ce que ça a donné, mais de notre côté, ça vient vraiment nous aider dans notre day-to-day, là. Ah, écoute, c'est exceptionnel. C'est clair, net et précis que ça vient
ouvrir des portes qu'on croyait fermées. Et ça, c'est définitif. Je pense que par contre, on se mettait tout de même un doigt dans l'œil de penser que ça allait jamais venir. Ce n'était qu'une question de temps et on est capable de voir où est-ce que tout ça s'enligne pour la suite. Tout de même, je prendrais l'avis inverse un peu ici, Jonathan, et ça va être d'ailleurs mon prochain article qui va sortir dans le Journal des Affaires. Si c'est pas... Le podcast va sortir dans les prochains jours, peut-être dans la première ou deuxième semaine d'avril, mais mon article risque d'être sorti d'ici là et je le mettrai peut-être dans les notes de l'épisode. Je crois qu'il faut quand même faire attention et le tout doit être intégré, bien entendu, dans nos organisations, mais risque d'avoir des cas pratiques précis. Donc, je pense que dans un contexte, comme tu l'as mentionné, de visuel pour le band ou peut-être d'un contenu interne, ça fonctionne bien. Moi, je prenais davantage un pas de relié à mon industrie où est-ce que les gens font des publicités, littéralement pour générer des résultats pour leurs clients. Je pense que c'est assez exceptionnel ce que l'intelligence artificielle vient faire. Ceci étant dit, ma réflexion maintenant était peut-être ailleurs, c'est de me dire, et je prenais l'allusion dans mon article, si tous les gens à l'intérieur de la planète Terre maintenant ont le même directeur de création, qui va être capable de se différencier? Donc, je prenais un pas de recul en disant, oui, la création de publicité va devenir d'une facilité incroyable, mais par extension, ce qui va se créer, et ça, c'est très facile de voir, c'est que si c'est l'offre et la demande. Donc, je t'amène un petit peu dans mon monde. Souvent, on parle d'intelligence artificielle. Je t'amène un petit peu dans mon monde publicitaire ici. La plateforme Meta, c'est une plateforme d'offre et de demande. C'est-à-dire que elle a un nombre de publicités qui arrivent à tous les jours et elle a un espace publicitaire qui est fini. On ne peut pas créer plus d'espace publicitaire avec l'intelligence artificielle ici. Il y a une limite d'espace publicitaire. Si on fait un facteur de fois 1000 en termes de publicités qui vont être créées, ben, il n'y aura pas plus d'espace. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer un petit peu à la communauté de marketeurs, c'est de se dire, si demain matin, tout le monde est capable d'augmenter, si la volumétrie n'est plus une contrainte, si la création de publicité n'est plus une contrainte et que l'espace publicitaire reste intact, qu'est-ce qui va se dérouler? Ben, c'est simple, la barrière à l'entrée pour générer des résultats en publicité va aller à la hausse comme pas possible. Donc, les résultats par extension des gens avec leur publicité vont aller à la baisse. C'est aussi simple que ça. On va être capable de surfer sur cette vague-là, peut-être certains marketeurs pendant quelques semaines, mais à un certain point, ce qui va se dérouler, c'est que toutes les publicités vont ressembler à la même chose, ou presque. Bien entendu, il y a des gens qui vont bâtir des prompts sophistiqués et vont être capables de créer des choses exceptionnelles. Mais ce que j'avertissais les gens, et j'étais pas en mode ne touchez pas à l'intelligence artificielle pour faire vos publicités. Au contraire, je pense qu'on serait complètement stupide de le faire. Mais ne tombez pas dans la paresse publicitaire parce que là, le paradigme vient de changer. Si c'est facile de créer une pub, par extension, ces pubs-là vont être beaucoup plus... ça va être beaucoup plus difficile de générer des résultats. Je sais pas si tu me suis un petit peu ici, dans le sens où est-ce que tout le monde est capable de faire ça maintenant. Avant, dans le passé, seulement certaines personnes étaient capables de créer des très bonnes publicités. Donc, par extension, eux étaient capables de gagner face à tout le monde. Si tout le monde crée les meilleures publicités maintenant, qui va réellement être capable d'aller capter l'attention du consommateur? Et c'est une très bonne question à poser. Et je pense que depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai tombé un petit peu dans ce que j'appelle le AI FOMO de mon côté, où est-ce que je voulais tout le temps tester la dernière chose et que ça allait changer l'entièreté de ce qu'on fait. Ça a changé beaucoup de choses, mais je prends un pas de recul ici. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une vague, surtout dans le volet publicitaire, où est-ce que tout le monde va toucher à ça dans les prochaines semaines. Les publicités vont ressembler à la même chose d'une publicité à l'autre et le consommateur va rapidement se faire une idée là-dessus et cliquera peut-être un peu moins sur ces types de contenus-là. Donc, intéressant, mais à prendre avec des pincettes et à remettre dans un contexte beaucoup plus global que tout le monde maintenant a accès au même directeur de création. On vient d'enlever, je pense, un point de friction pour atteindre un peu plus une perfection. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir une fatigue après ça du consommateur parce qu'il y a trop de perfection? En même temps, là, puis on peut débattre un peu l'idée, là, de mon côté, moi, j'ai l'impression que c'est simplement un multiplicateur ou un amplificateur, là, ce que l'humain ferait. Après ça, on peut demander un prompt qui est plus spécifique à ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est plus les influenceurs qui vont peut-être avoir un peu de challenge parce que là, tu peux simuler un influenceur avec de l'AI très facilement. Puis sans, est-ce que tu cliquerais sur une publicité humaine. avec un influenceur qui est faux? Est-ce que tu cliquerais sur une publicité avec un type d'influenceur de la sorte? Mais la réponse, c'est que j'ai probablement déjà, et toi aussi, cliqué sur de ces pubs-là parce que il y a déjà des tests qui sont en cours, puis j'ai vu des résultats des études puis de ce qui a été fait, c'est que le taux de conversion est plus élevé et le coût est beaucoup plus faible au final. Donc, ils ont testé justement, j'ai écouté un podcast là-dessus sur les influenceurs AI, pas ceux qui promouvoient l'AI, mais qui sont
des faux personnages générés par l'AI. Et honnêtement, l'explication de cette étude-là jusqu'à date était que ça commençait à mettre beaucoup en péril peut-être la viabilité des influenceurs parce que un influenceur a une certaine contrainte qui veut respecter des fois des horaires, qui veut respecter des fois qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut pas dire, ce qui est beaucoup d'énergie pour les entreprises à manager ces contraintes-là, alors que tu peux demander à un AI de produire une image avec une personne qui n'existe pas à ce moment-là sans aucune contrainte. Donc, tu sais, je pense que j'ai probablement déjà cliqué sur des pubs que je ne savais même pas que c'était de l'AI, que c'était pas une vraie personne ou une vraie image. En même temps, je me mets dans les souliers du consommateur, donc de moi-même. Quelle est vraiment la différence entre si c'est une représentation d'un humain versus un vrai humain? Tant que si la pub, au final, livre vraiment le résultat voulu, moi, j'ai pas de contrainte à ça de mon côté. Je sais pas si toi, tu voyais ça autrement. Là. Ben, je pense qu'il y a une distinction à faire avec le terme que tu utilises ici. Je pense pas qu'on parle d'un influenceur. Je pense qu'on parle davantage de la création d'un contenu par un créateur de contenu. Un influenceur, si on essaie d'y donner une définition, ce serait quelqu'un de connu qui a une très grosse audience qui le suit sur les médias sociaux. À mon avis, ce que tu parles ici, c'est davantage un contenu qui a été créé par l'AI, mais qui n'était pas lancé par un influenceur spécifique, qui était lancé par un brand. Est-ce que c'est plus ça qu'on parle ici, juste pour être certain? Mais dans les études, ils ont fait les deux. Ils ont bâti des comptes sur TikTok, des comptes sur Instagram avec des fausses personnes. Ils ont commencé à publier des fausses images de ces personnes-là pour réussir à créer une audience. Et après ça, ils ont créé de la promotion d'articles à travers tout ça. Donc, il y a un mix des deux, dans le fond. Il y a un mix de la création en tant que telle, mais de créer une communauté à partir d'un personnage fictif également. Écoute, dans ce cas-là, je pense qu'il va y avoir des arguments qui vont se mettre un petit peu partout. Un personnage en ligne qui peut être créé, ça peut être fonctionnel. Après, est-ce que c'est un personnage humain? Est-ce que c'est un personnage de bande animée? Ça, c'est autre chose. Je crois que le point surtout, moi, que je vois, parce que, comme je t'ai dit, je vois vraiment la perception des gens dans mon industrie de marketing, de création. Ce qui vient de se dérouler est phénoménal. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce qui se met en place, c'est que, comme tu l'as très bien mentionné, on risque d'avoir pas de la perfection, mais de la qualité de publicité qui va aller à la hausse très rapidement et qui vont quasiment toutes se ressembler pour la plupart d'entre elles de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et ce qui se passe dans un contexte comme ça, c'est comment toi, tu te distingues. Parce qu'au départ, le consommateur ne verra pas la différence. Mais dans 3, 4, 5, 6 mois, quand tout le monde fait ça, on a un historique autour de ça. Quand il y a un nouveau trend, les marketeurs sont toujours les premiers à sauter là-dessus et tuer le trend parce qu'ils l'ont trop fait. Eh bien, il y a des excellentes chances que dans 3 à 4 mois, il y a ça qui se met en place, que les mêmes publicités qui fonctionnaient au début du lancement de ChatGPT version image ne fonctionnent plus parce que c'est uniquement ça qu'on va voir en ligne. Et mon point était plus là-dessus, c'est de me dire, si je vois ça plus comme un trend, comment à la place je peux davantage travailler avec mes équipes pour qu'on s'assure de créer des contenus mémorables dans les prochains mois, en utilisant certainement l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre, mais de ne pas tomber dans la paresse de dire maintenant une pub prend 5 secondes. Ça, en toute honnêteté, je n'y crois pas parce que la volumétrie augmente, mais le portefeuille du client n'augmente pas. C'est-à-dire que l'argent qui va être investi au total par un client pour acheter des choses va être le même. Du moins pour encore quelques années avant qu'on vive dans une abondance totale. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vers là où est-ce qu'on s'en va. Mais bon, ça sera un autre podcast. Donc, n'assumez pas que ceci va remplacer cela ad vitam aeternam et que vous pouvez, selon moi, remplacer l'entièreté d'un vidéaste, d'un créateur de contenu, d'un designer et d'un motion designer avec un prompt. Sur papier, ça se vend bien, c'est sexy, c'est excitant, c'est impressionnant même, mais je crois que c'est un petit peu trop facile de penser ça ici. Du moins pour l'instant. J'ai l'impression que c'est simplement qu'il y a un mouvement de où l'énergie va être mise de par les gens en marketing, de la même manière que nous, on le fait au niveau du codage. On commence à avoir beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui nous aident à coder plus rapidement. Et là, on passe un peu moins de temps à coder, mais beaucoup plus de temps à contre-valider pour être certain que ça fait du sens. Mais au final, le résultat net de valeur pour le client est beaucoup plus élevé. Fait que je te lance la question. As-tu la même impression, Antoine, que le fait que, mettons, les gens en marketing vont passer moins de temps dans le côté créatif puis dans le côté brainstorming brouillon, mais qui vont passer peut-être plus de temps dans le côté conclusion, confirmation que ça fait du sens et correction de ce que l'AI a fait, est-ce que ça va donner, selon toi, un résultat net positif au final pour le client? On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur?
Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Ben, la vision, j'achète. La vision de je deviens davantage un créateur, un concepteur, un artiste qui est capable de visualiser ce que j'aimerais avoir et je n'ai plus à faire le travail de production. Cette vision-là, j'achète. Et je pense que de toute façon, ce serait... on a simplement regardé factuellement ce qui est en train de se dérouler et c'est ce qui se met beaucoup en place. Le point est, et c'est là que je pense que s'intègre un peu cette réflexion-là, c'est de se dire la créativité humaine sur plusieurs aspects, et la créativité humaine va tranquillement s'intégrer avec la créativité AI, soyons honnêtes, les deux vont travailler conjointement ensemble, reste, selon moi, de ce que je vois en ce moment, primordial pour impacter un consommateur. Parce que dans la manière, c'est peut-être là que va se créer un bon designer à travers le temps, ou peut-être que le terme designer ne sera plus le bon, mais on va voir vraiment les choses évoluer de manière rapide. Il faut s'assurer de simplement sortir de la masse et de devenir un petit peu, puis c'est ce que j'expliquais dans mon article, une vache violette. C'est-à-dire que si vous utilisez l'intelligence artificielle et qu'ultimement, c'est ça qui se met en place pour l'entièreté des contenus, assurez-vous d'être absolument différent du reste des gens pour générer des résultats. Parce que uniquement parce qu'une belle publicité aujourd'hui, une publicité aujourd'hui qui prend 5 secondes à créer avec un prompt, nous prenait des heures à faire il y a quelques années. Ça veut dire qu'automatiquement, le standard change. On se comprend. Si tout le monde est capable de faire quelque chose en 5 secondes aujourd'hui, ce que toi, tu considérais une belle publicité il y a 2 ans, n'est plus par tous les standards possibles ce qu'on va considérer comme une belle publicité parce qu'elle va être facile à faire et tout le monde va la voir. Donc, assure-toi de redéfinir et de voir le tout de manière plus contextuelle sur l'entièreté de ce qui est en train de se dérouler. C'est pas juste « Oh my God, la belle publicité que je crée, maintenant je la fais en 5 secondes. » Cette publicité-là, il y a des excellentes chances qu'elle ne fonctionne plus parce que tout le monde y a accès. Quand il y a auparavant, uniquement toi et ton équipe y avaient accès. Et je pense que c'est davantage là que je m'intègre dans cette lignée de pensée en ce moment, c'est de se dire l'AI va faire absolument partie de tout ce qu'on fait au quotidien, de tout ce qu'on fait en termes de création, mais l'AI qui va fonctionner, ça va être l'AI qui va se différencier des autres. Parce que si on fait la même chose, et c'est beaucoup la narrative que je vois en ce moment, c'est maintenant, ça me prend 5 secondes de créer mes publicités. Oui, jusqu'à temps que tu te rends compte que, peut-être que ces publicités-là ne fonctionneront plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui risque de se dérouler. Je challengerais peut-être le concept encore plus loin. Visuellement, dans ma tête, comment je le vois, puis j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, c'est que pour quelqu'un, mettons comme moi, avec une équipe de marketing interne qui voudrait créer un message publicitaire sur une échelle de 0 à 100, 100 étant une publicité parfaite, puis 0 étant quelque chose d'absolument abominable, là, on avait probablement la capacité d'être à 50 ou 60% là, sur le maximum de ce qu'on pouvait aller sortir. Et là, avec l'AI, on va peut-être monter de 10, 15, 20 points en termes de se rapprocher d'une publicité parfaite. J'ai comme l'impression dans ma tête que l'ensemble de l'écosystème va simplement s'élever d'un 10, 15, 20 points de pourcentage de plus, mais ça va juste faire que ça va être
plus pertinent pour les gens qui regardent les pubs. On va avoir moins de pubs qu'on va se dire « Hey, cette pub-là est tellement mauvaise, ils ont perdu de l'argent pour rien de l'avoir mis devant moi. » Est-ce qu'il va y avoir une fatigue? Si effectivement les jeunes ne mettent pas assez bien dans le contexte de l'intelligence artificielle, je pense effectivement que ça va beaucoup se ressembler. Et en même temps, si les gens ne passent pas assez de temps en assurance qualité et à challenger ce qui était fait par l'IA, je pense que ça va être problématique au final. Je ferai un parallèle là-dessus pour donner un exemple un peu plus concret dans nos entreprises. J'avais une discussion avec le directeur général cette semaine. On a besoin de refaire nos messages téléphoniques dans notre système téléphonique au complet. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on doit le refaire. Et là, d'engager un humain, c'est long, il faut faire les scripts. Dès qu'on veut modifier des choses, c'est difficile d'y accéder. Et là, je challengeais notre équipe à l'interne. Je dis, gang, avez-vous vu ce qu'OpenAI a lancé, qui est openai.fm? Et c'est une plateforme qui est disponible pour tous. On va sur le web et ça nous permet de mettre un message qui va être lu par l'AI, peu importe la langue, anglais, français, espagnol, peu importe. Et il y a des beaux boutons qu'on peut mettre pour choisir son type de voix. Et Mathieu, notre DG, disait « Ouais, mais ça a l'air d'une voix d'AI. » J'ai dit « Attends une minute, as-tu pris le temps de modifier le prompt qui est à côté pour vraiment venir donner une certaine tonalité puis une certaine couleur au ton de voix? » Et en quelques minutes, il m'a dit « Mon Dieu, on vient vraiment de solutionner notre problème à vie pour changer nos messages. » Et c'est vraiment une question de comment on fait les prompts. Si on avait juste pris l'outil tel quel et on le modifiait pas assez, c'est sûr que ça aurait été générique, mais là, on vient se différencier par le prompt, je pense. Exact. Et je pense qu'on vient au même point. Il faut rentrer et surtout garder en tête que les standards changent. Les standards de ce qu'on considérait une bonne pub ou un bon contenu vont, bien entendu, changer du jour au lendemain parce que tout le monde va avoir accès à ça. Donc, on va avoir des attentes qui vont être, selon moi, plus élevées. Donc, la barrière change, ça c'est clair. Et les gens qui vont se démarquer vont être les gens qui vont être le plus créatifs possible. Et ça c'est clair. Mais créatif, c'est large, mais dans le sens créatif avec tous les outils qui sont à notre disposition, que ce soit sur un message téléphonique ou sur une publicité. Et je pense qu'il faut juste tout le temps prendre un pas de recul et faire attention à ces choses-là parce que des fois, on s'excite très rapidement. Et moi, j'ai été le premier à « tout est en train de changer du jour au lendemain ». Ça va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être à changer. Mais si tout le monde a accès à la même chose en temps réel, comment toi, tu te différencies? Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que si tu n'es pas capable de te différencier, tu deviens littéralement la même chose que tout le monde. Et par extension, si tout le monde fait la même chose, ce n'est pas vrai que tout le monde va être capable de générer des résultats. Et je prends surtout l'exemple qui me venait en tête parce que, et tu vois, ça peut paraître même un petit peu défensif, mais je le fais pour mes équipes. Ici, ça peut être difficile pour un designer, ça peut être difficile pour un vidéaste, ça peut être difficile pour un motion designer de voir des choses comme ça se mettre en place et de se dire « Wow, qu'est-ce qui vient de se dérouler à ma profession? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? » Et on va reprendre l'exemple du code, des codeurs ou des développeurs. Qu'est-ce que tout le monde dit en ce moment? Le AI fait simplement transformer les bons codeurs en super codeurs, Superman codeurs, et les gens qui sont peut-être un petit peu moins bons, ben là, eux, oui, peut-être que leur job est un petit peu plus en danger. Mais ça n'a pas enlevé le fait que le super codeur, si on l'amène dans l'environnement du marketing ou de la création, est sûrement une personne excessivement créative dans son carré de sable à lui. Il fait des choses différentes. Il va être capable de pousser la solution plus loin. Il va être capable de faire des choses qui étaient impossibles pour lui de faire avant avec une touche qu'une autre personne qui l'utilise comme lui ne sera pas capable d'amener à un autre niveau. Et c'est surtout là que j'essaie, moi, un peu d'expliquer et de faire le parallèle avec mes équipes et de faire le parallèle avec d'autres personnes. C'est pas que le job est remplacé, c'est juste que les outils et la possibilité de faire des choses devient infinie. Après, il y aura peut-être l'argument de dire « Oui, mais Antoine, dans 2 ans, ça sera autre chose. » Peut-être que oui, mais on va traverser le pont quand on traversera le pont parce qu'à la vitesse que ces choses-là se mettent en place, maintenant, je pense que c'est mieux depuis trop s'avancer sur le sujet. Et tu vois, moi, j'ai lisé justement un article hier très précis sur à quel point les gens qui sont nés dans les années 90, qui se sont dirigés vers une profession artistique de design graphique, par exemple, ou de rédaction, à quel point ces gens-là, aujourd'hui, sont challengés par l'IA, là, à quel point que faut qu'ils essayent de se positionner dans une case où, effectivement, ils créent énormément de valeur en utilisant l'IA pour multiplier leurs résultats au final. Sinon, s'ils ne l'utilisent pas, ça va être problématique, je pense,
parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est là que je pense qu'il faut rapidement adopter une mentalité, si on est capable de le faire, entre autres au Québec et au Canada, de toujours penser à l'IA en premier parce qu'il y a un gain d'arbitrage à faire dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, prochaines années. C'est pas vrai que c'est toutes les organisations qui vont vraiment aller s'approprier ce gain-là et de l'implanter dans leurs opérations, dans l'ensemble des équipes, que ce soit production, marketing, vente, administratif. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité, je pense qu'on peut vraiment les saisir par le concept d'arbitrage qu'on appelle entre ceux qui ne l'utiliseront pas, puis si nous, on l'utilise le plus rapidement possible. Ce gain-là, je pense qu'il est à la portée de tout entrepreneur, toute entreprise, tout dirigeant, et également tout employé. Il faut juste être curieux, il faut dédier un peu de temps, puis il faut mettre du sien et accepter qu'il y a du changement qui va challenger de tout ce qu'on fait dans notre quotidien pratiquement. Non, effectivement, il faut pas se voiler la face. Je pense que ce qu'on dit ici, c'est sensiblement la même chose. C'est on doit le faire, on doit l'utiliser, mais tombez pas dans la paresse complète. Ce que vous êtes capable de faire en 5 secondes, n'importe qui en ce moment est capable de le faire en 5 secondes. Soyez créatifs, démarquez-vous et le jeu change. Les standards changent et ça, on ne peut pas se mettre le doigt dans l'œil. Ça, c'est clair. On code plus rapidement, on crée plus rapidement. Puis tu mentionnais que les gens en création, leur job est challengé en toute transparence. Jonathan, je ne connais pas un job qui n'est pas challengé en ce moment. Tes développeurs à l'interne, au départ, ont dû se poser des questions. Un rédacteur se pose des questions. Un avocat va se poser des questions. Il n'y a pas un emploi en ce moment, j'ai l'impression, qui n'est pas impacté de près ou de loin parce que l'intelligence artificielle va faire. Et même ceux qui ne le sont pas encore impactés, ce n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que du moment que la robotique s'intègre à tout ça, ce qui, pour beaucoup, risque d'être en 2025, mais là, on va rentrer peut-être davantage dans des emplois physiques même qui vont avoir un compétiteur quasiment qui va se mettre face à eux. Donc, c'est juste une question de temps. Il faut être conscient, il faut regarder ce qui se met en place, mais il faut être différent. Ça, on n'a pas le choix. Et effectivement, en terminant, 2 items, si vous allez essayer l'outil de création d'images d'OpenAI, vous pouvez le faire par ChatGPT, le format 4O intègre directement la génération d'images. Par contre, j'ai observé une baisse de la qualité du résultat dans les dernières heures, dans les dernières 24-48 heures, et je pense que c'est directement relié à un message que Sam Altman a lancé sur les réseaux sociaux, disant que depuis qu'ils ont lancé cette fonctionnalité-là disponible au grand public, ils sont en train, d'une manière imagée, de faire fondre leur GPU, ce qui est leur capacité de puissance de calcul. Donc, c'est tellement sollicité présentement que leur infrastructure a de la misère à tenir le coup. Donc, je suspecte qu'ils ont baissé la force qu'ils dédient à chacune des requêtes qu'on fait. Donc, on avait un très, 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 très haut niveau de résultats positifs au début quand c'était lancé, une petite baisse dans les dernières journées. Je m'attends à ce que ça revienne d'ici quelques jours ou quelques semaines à un niveau. Donc, si vous faites des tests et que ce n'est pas très concluant, prenez ça en note de le réessayer dans quelques jours ou quelques semaines. Je pense que c'est juste une question de capacité d'infrastructure qu'ils ont. Et ça va revenir devant nous assurément. Autre chose également que j'ai vu, et je te lance l'invitation à l'essayer, Antoine, de ton côté, et tous ceux qui nous écoutent, tu es plus sur le côté Google de la force que Microsoft, si je ne me trompe. J'ai vu des démonstrations hier qu'ils ont lancé Google un outil avec Gemini qui regarde en temps réel notre écran et qui nous guide sur peu importe ce qu'on veut faire. Donc, exemple, si vous êtes coincé à faire quelque chose sur votre ordinateur pour quelque chose de technique ou vous cherchez justement comment aller débloquer telle fonctionnalité dans un logiciel ou modifier un paramètre, vous pouvez ouvrir la version de Gemini qui permet de lire l'écran et dire, écoute, en vocal, vous pouvez lui dire, aide-moi à, par exemple, programmer mon message d'autoréponse sur les courriels dans tel contexte. Et il va dire, OK, parfait, clique en haut à droite, clique en haut à gauche. Et il va te guider étape par étape selon les connaissances qu'il trouve sur le web. Donc, encore là, je parlais sur d'autres podcasts de l'aspect agentique, donc que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de l'ordinateur et prenne des décisions. Et ça, c'est une étape intermédiaire pour voir comment l'intelligence artificielle va se comporter. Donc, de manière audio, on a vu des démos de Google et je t'invite à l'essayer vu que tu es dans l'environnement de Google, qui va, je pense, changer la donne. Donc, on pourrait penser qu'on n'aurait plus besoin de manuels d'utilisation ou de formation à utiliser pratiquement n'importe quel logiciel sur l'ordinateur. Là. Donc, tant que l'information elle est disponible en quelque part, l'intelligence artificielle pourrait s'en abreuver et nous guider de manière audio
pareil comme si on avait un expert sur le coin, juste à côté de nous, là. Ça n'a aucun sens, tout ça. Et bon, tu voulais me parler aussi aujourd'hui de vibe coding. Peut-être tu veux en dire davantage? Ben oui, je pense que ça pourrait faire le sujet de pratiquement un épisode au complet. Donc, j'y garderai peut-être le sujet pour quelque chose dans les prochaines semaines. fois. Donc, c'est quelque chose qui risque de beaucoup impacter les organisations. Donc, gardons un peu plus de temps pour une autre fois. On va te laisser profiter un petit peu de la Louisiane, là, de cette belle ville. Donc, on va te laisser regarder le tout. Donc oui, pour les gens qui nous écoutent, allez jeter un petit coup d'œil à savoir si ça peut être quelque chose pour vous, ChatGPT 4o. Au niveau de la création d'images. Également, je l'avais fait l'année dernière quand on était ensemble, Jonathan, je le redis, mais je ne sais pas si je m'avance là-dessus, par contre, si je vais le faire. C'est avec un gros point d'interrogation parce que ça avait été énormément de préparation l'année dernière à faire le tout. Mais peut-être que je le ferai de manière plus petite. Si vous êtes intéressé à un deuxième événement en présentiel du podcast Hypercroissance, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode. Ça serait beaucoup plus petit cette fois-ci, je crois. Je reviens au Canada vers la fin mai, donc à peu près dans les mêmes dates que l'année dernière. Peut-être je pensais davantage faire un souper où est-ce qu'on serait peut-être une 20-30 de personnes. Il pourrait y avoir des discussions en podcast. Plus simple d'organisation de notre côté, également plus simple si on veut peut-être bâtir des discussions avec les différentes personnes qui seraient là. Le prix serait également plus élevé. L'année dernière, l'événement de panel d'hypercroissance était à 30 $ je pense, par entrée. Bien entendu, si on a un souper, ça va être plus dispendieux. Donc, je pensais peut-être à quelque chose plus aux alentours entre 100 et 200 $. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez le tout dans le petit document que je vais mettre dans le chat. Et si on a assez de gens qui sont intéressés, une 20aine de personnes, on trouvera une manière de faire un petit événement plus facile, on va dire comme ça, que l'année dernière. Donc, hâte de vous lire. Ça te tente, Jonathan? Un petit souper comme ça pourrait être intéressant, quoi? Absolument. C'est tout le temps le fun de parler avec les gens qui nous écoutent. Comme je dis, c'est un peu spécial dans nos souliers parce qu'on vous parle à chaque semaine. On a quelques retours des fois qui vont arriver de LinkedIn, mais c'est vraiment vous voir en présentiel et d'entendre l'impact des fois qu'on peut avoir qui est notre paye ou notre pourboire au quotidien, là. Exactement. Donc, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Si vous êtes intéressé, remplissez-le. On vous posera des petites questions. Et suite à ça, on regardera si on met le tout en marche. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon événement, profite bien. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.